Bonjour à tous. Voilà, j'aimerais donc aborder aujourd'hui une question qui, j'espère, va faire écho, va entrer en écho avec le thème de ce colloque et notamment la question de l'écart. Je vais enlever le petit image. Voilà. Avec le thème de ce colloque et notamment la question de l'écart. Alors quand on approche la question du jeu, une habitude est de considérer la technique comme un support disponible pour l'usage, permettant au jeu de fonctionner de manière fluide et à l'expérience de se déployer sans perturbation. Dans une telle conception, le bon support de jeu est celui qui se fait oublier, garantissant ce qui est alors considéré comme le propre d'une expérience réussie, ce qui a été mobilisé, évoqué dans l'intitulé du colloque, l'immersion. Alors on peut en donner plusieurs exemples. Bon, j'en retiendrai deux. Par exemple, si vous prenez le cas des jeux d'échecs, du jeu d'échecs, par exemple une pièce, par exemple un fou, est considéré comme bien conçu quand il est facile de l'identifier, quand il est aussi facile de le prendre en main et de pouvoir le déplacer, quand la pièce a la stabilité, une certaine stabilité, et que sa taille est proportionnée aux cases du plateau. Et donc là, on a un exemple d'objet de support matériel qui ne pose pas problème. Un autre exemple, plus du côté du jeu vidéo, si on s'intéresse, on peut évoquer le cas de la manette ou de la souris, dont on attend souvent qu'elle épouse la forme de la main, que les boutons soient placés de manière ergonomique, que le design de l'ensemble soit, comme on dit, affordant, et bien sûr que la manette fonctionne de manière continue. C'est-à-dire qu'il y ait à chaque input un traitement du côté du software. Alors on retrouve le même type de discours à propos des périphériques, des interfaces, bien sûr à propos de l'écran, mais aussi des interfaces in-game, et puis plus généralement, c'est aussi le genre de discours qu'on va retrouver à propos de l'avatar ou des outils simulés dont il se sert. Alors, cette idée préconçue de ce qu'est un bon support de jeu ne concerne pas seulement le matériel qu'un joueur peut être amené à manipuler, il vaut aussi pour les règles, alors aussi bien du côté du support que du côté du contenu de ce que les règles spécifient. Par exemple, on va dire qu'un bon livret de règles, c'est un livret dans lequel on navigue avec aisance, où les informations se trouvent facilement et se laissent assimiler avec le moins d'efforts possible. On attend aussi des règles, qu'elles soient claires et distinctes, c'est-à-dire qu'elles laissent le moins de marge possible à l'interprétation. Alors ce discours n'est pas, à vrai dire, surprenant, il correspond à une certaine idée très largement ancrée dans l'histoire de la pensée de ce qu'est la technique. Si on veut rappeler rapidement ce que désigne la notion de technique, on entend par technique habituellement d'abord les manières de faire, c'est-à-dire ce à quoi il est possible de faire appel dans la conduite de certaines pratiques. C'est en ce sens qu'on peut parler par exemple de techniques de chasse et de pêche, et donc par extension la notion de technique désigne également les artefacts matériels ou formels qu'il est possible de constituer, lesquels peuvent à leur tour servir de support, c'est-à-dire d'éléments sur lesquels s'appuyer pour agir. Par exemple, donc un matériau est un objet matériel dont on peut se servir. Le règlement en vigueur dans un établissement
un objet formel auquel il est possible de se rapporter pour orienter et conduire sa pratique. Alors cette conception, elle n'est pas forcément critiquable en soi, mais elle a un problème, c'est qu'elle mène le plus souvent à une conception utilitariste de la technique, comprise comme une construction artificielle dont on se sert dans le cadre d'actions aux finalités déterminées. Ce faisant, la technique se trouve approchée depuis un point de vue anthropocentriste. Elle est pensée comme ce qui est créé par l'homme et mis en mouvement par celui-ci en fonction de finalités qui lui appartiennent. Alors ça, c'est typiquement la conception aristotélicienne de la technique dont on retrouve aujourd'hui encore des occurrences très marquées dans les dictionnaires. D'où cette idée donc que la technique n'est au final qu'un moyen, un objet en attente d'être assigné à un usage auquel il est tenu de se prêter. Le bon outil sera celui qui correspond à la fonction qu'on lui assigne. Et donc le critère fondamental pour évaluer le bon objet technique, ça va être le critère d'adéquation et le critère de disponibilité. Alors cette conception, elle est assez fragile pour plusieurs raisons. Par exemple, elle implique de concevoir, en particulier, elle implique de concevoir l'humain comme un être qui préexisterait à la technique, une idée qu'on peut réfuter de différentes manières. Alors je ne vais pas pouvoir développer cet argument maintenant pour des raisons évidentes de temps, mais on peut se référer par exemple au travail du paléoanthropologue Leroy-Gourhan sur l'incidence de la technique dans les processus de co-constitution et l'émergence, le passage du zinganthrope à l'Homo sapiens. Et puis, sur un plan plus strictement philosophique, on peut se référer au travail de Bernard Stiegler, et notamment donc, la technique et le temps. Alors, donc voilà, donc ça, je ne vais pas pouvoir développer cet argument, malheureusement, mais pour revenir donc, à cette conception, en tout cas dominante, on peut aussi s'intéresser à la manière dont la théorie du jeu, cette fois-ci, nourrit finalement cette idée que le bon support, le bon objet technique, c'est celui qui est disponible et qui est adéquat. Alors on peut le faire au moins de deux manières. On peut s'intéresser à la manière dont en ludologie cette idée est encouragée, et aussi on peut voir comment cette idée elle est aussi encouragée du côté des théories que j'appelle les théories du play, donc d'un côté théorie du game ou du play. Et donc ce qu'on peut montrer, c'est que dans un cas comme dans l'autre, cette idée de la technique comme support disponible et adéquat prévaut. Alors pour le dire très rapidement, du côté de la ludologie, c'est une chose assez évidente, à commencer par le matériel technique, puisque pour un ludologue, par exemple chez Joule, chez Jesper Juul, les éléments matériels mobilisés dans un jeu ne le sont qu'en tant qu'ils permettent aux règles de fonctionner. Les éléments matériels sont le lieu de l'incarnation et de la mise en application concrète des règles. Et alors, c'est assez intéressant parce que cette idée, elle va jusqu'à concerner le joueur lui-même, qui finit par être considéré comme un opérateur, donc un support en charge de faire fonctionner les règles, donc d'appliquer un certain nombre de procédures et de les appliquer à l'exactitude. On retrouve aussi cette idée chez David Parlett. Donc voilà, c'est aussi un autre auteur auquel on peut se référer et où cette idée est développée. Alors du côté des théories du play, donc où là le jeu est plus approché depuis les notions ou les concepts d'expérience, d'attitude et de vécu. Alors la chose elle est un peu plus nuancée bien sûr, en particulier chez Henriot où le concept d'écart et de distance est tout à fait central. Mais il ne faut pas oublier que chez Henriot, ce qui prévaut au niveau de la définition, c'est d'abord l'idée que le jeu est une activité de l'imagination et que dans ce rapport-là, les supports techniques sont avant tout approchés en tant qu'on peut leur assigner une signification qu'ils n'ont pas en eux-mêmes. Et donc c'est en ce sens que Henriot va pouvoir dire que la force du jeu, c'est de pouvoir jouer avec tout et n'importe quoi. Et toujours pareil, dans cette lignée de raisonnement, l'objet un peu canonique, l'objet exemplaire
qui va pouvoir être évoqué, c'est les fameux cailloux, les cailloux d'Henriot, les cailloux avec lesquels les enfants jouent, qui peuvent faire l'objet de divers types d'appropriation. Et donc au final, on se retrouve avec une conception où les supports techniques se retrouvent écrasés par la charge, l'investissement de sens, de signification, que le joueur va pouvoir projeter. Une approche qui finalement revient à dire que non seulement jouer, c'est pouvoir jouer avec n'importe quoi, mais au final, c'est jouer avec quelque chose, peu importe quoi. Et donc là, on n'est pas loin d'avoir un discours où ce qui est affirmé, c'est que finalement, le meilleur jeu, c'est celui où la charge de l'objet technique va pouvoir être la moins importante possible. Et donc la notion de disponibilité et d'adéquation, on la retrouve, mais d'une manière un peu différente, c'est sûr, puisque là, c'est vraiment par le prisme de l'imagination capable de s'approprier l'objet technique et de lui faire dire, de le transformer en toutes sortes de choses, que cette idée s'impose. Alors, cette approche, à vrai dire, cette idée du support technique comme objet adéquat et disponible pour l'usage, après tout, elle peut sembler pertinente dans le jeu. On peut essayer un petit peu de se faire l'avocat du diable. Et c'est vrai qu'on peut lui reconnaître une certaine efficacité quand on s'en tient à la plupart des supports rencontrés dans un jeu. Je dis bien la plupart. Par exemple, quand on joue à Poule Renard Vipère, il est clair qu'il y a tout un ensemble d'objets techniques que l'on peut mobiliser et qui, seront d'autant plus utilisables qu'ils se feront oublier. Par exemple, une chose à laquelle on ne pense pas forcément quand on évoque un tel jeu, c'est l'usage des chaussures. Pour jouer à Poule Renard Vipère, on peut avoir des chaussures pour pouvoir courir peut-être sans se blesser, puisque ce n'est pas forcément l'enjeu de ce jeu-là de se blesser. Et donc, on a ce type d'appareillage, d'équipement, auquel on ne va pas penser. On va d'ailleurs même avoir tendance à dire que ce type d'objet technique ne joue aucun rôle dans le caractère ludique de l'expérience en question. Alors on peut étendre ce raisonnement à beaucoup d'autres exemples. Si je reviens sur le cas du jeu vidéo et de la manette, on est vraiment sur ce genre de choses. Et d'ailleurs, si vous échangez avec un game designer, très souvent, pas toujours, mais il va vous dire, en vous expliquant quelle est la nature de son travail, que finalement, l'objet de ses préoccupations, c'est d'abord le programme informatique, c'est la simulation qu'il met en place, et finalement, le contrôleur, c'est pas vraiment dans ses préoccupations. Alors il y a des exceptions, bien sûr très importantes, je le fais exprès en caricaturant un petit peu, mais c'est vrai que pendant longtemps, la question du contrôleur, elle était considérée comme hors champ pour beaucoup de game designers, parce que ça allait de soi quand on fait un jeu et quand on veut le commercialiser, de devoir s'appuyer sur des supports préformatés sur lesquels on n'a pas la main et qui sont vus comme des outils qui doivent répondre au doigt et à l'œil et se faire oublier. Donc là, vous avez tous en tête des exemples justement de périphériques de contrôle particulièrement poussés dans la direction de l'ergonomie. La souris de gamer avec 40 boutons qui épousent la forme de la main, ou au contraire très peu de boutons. Mais voilà, cette idée de la possibilité de pouvoir oublier l'interface, c'est le genre de choses qu'on va trouver et qui semble après tout assez évident. Alors, maintenant je voudrais... on peut en effet lister toutes sortes d'objets comme ça qui relèvent de cette catégorie. Mais il me semble que dans les jeux, on peut observer quelque chose d'assez confondant. On peut remarquer la présence d'objets qui ne se prêtent pas à cette grille de lecture. Et je voudrais en donner un premier exemple très simple, celui que j'ai choisi en illustration pour cette intervention, la course en sac. Alors, c'est un jeu que tout le monde connaît. Donc le but, c'est une course. Le but, c'est d'arriver en premier à la ligne d'arrivée. Mais on a donc une contrainte particulière, c'est qu'on a pour obligation de se mouvoir
en ayant les pieds entravés dans un sac. Alors ça peut être par exemple un sac de pommes de terre. Alors il est clair que là, si on fait la comparaison avec les types d'objets qu'on a évoqués précédemment, on voit bien qu'il y a un problème. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un objet qui va nous servir à arriver en premier à la ligne d'arrivée. C'est même pas un objet qui va nous servir à faire ça de manière en évacuant tout ce qui pourrait ne pas concerner la partie. Il est clair qu'un tel objet pose des contraintes et on pourrait développer sur l'axe contrainte. Alors c'est pas l'angle que j'ai choisi, mais plutôt j'ai choisi de m'intéresser à l'écart qu'il pouvait y avoir entre cet objet et les critères de disponibilité et d'adéquation. Si on regarde cet objet, à première vue, est-ce qu'il est disponible? Alors, il est disponible au sens où je peux y faire appel. Est-ce qu'il est adéquat? Alors, il est adéquat à quoi? Pour ça, il faudrait définir une fonction et établir une correspondance. À vrai dire, le sac dans lequel on saute n'est pas totalement indisponible ou inadéquat. Alors, si c'était le cas, on pourrait pas s'en servir du tout. C'est le cas dans la vie quotidienne quand vous avez un objet cassé, un objet qui vous empêche de circuler ou un objet qui manque. Et ici, on a un cas qui semble un petit peu intermédiaire entre l'indisponibilité et la disponibilité, l'adéquation et l'inadéquation. Qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter que le sac, il nous gêne dans nos mouvements, et plus précisément, il nous amène à adopter des tactiques de déplacement consistant à faire avec, c'est-à-dire à faire malgré tout, dans une situation qui du coup se trouve inadaptée, sous-optimale, mais qui n'est pas pour autant impossible. En d'autres termes, le joueur se retrouve en train de bricoler, c'est-à-dire d'essayer de constituer des ajustements dans une situation où ces ajustements justement vont avoir tendance à ne pas tenir. Typiquement, quand on participe à ce type de course, on se retrouve pris en tension entre la nécessité de bouger pour avancer et la nécessité de rester stable. Et donc il y a une tension entre les deux. Alors pour qualifier le rapport que le joueur a à cet objet, je parlerai d'indisposition. Alors l'indisposition peut s'entendre de différentes manières. Elle peut renvoyer à un état d'inconfort physique ou psychologique, mais de manière plus fondamentale, on peut la rattacher, sans qu'elle soit exclue, sans qu'elle exclue la première acception, à la notion de dispositif. Dans le jeu de la course en sac, je dirais que le sac n'est pas rencontré comme un objet disponible et adéquat, mais comme ce qui nous indispose. Et donc ce rapport, je voudrais parler de désigner ce rapport-là, en parlant de jouer avec, pour distinguer le fait de jouer avec un objet du fait de s'en servir. Alors bien sûr, là on a pris simplement un exemple, et l'enjeu c'est de se demander quelle est la validité plus étendue de cette observation. Est-ce qu'on a là un cas particulier ou quelque chose qu'on peut retrouver de manière plus systématique? Alors on peut d'abord s'intéresser au cas de détournement. On a souvent souligné l'importance du détournement dans les pratiques ludiques, mais ce qui me semble important de souligner, c'est de s'intéresser à la manière dont dans ces détournements, les objets sont mobilisés pour remplir des fonctions auxquelles ils ne se prêtent pas, ou dans des contextes d'usage où s'instaure un conflit entre ce qu'on attend de l'objet et le contexte de jeu lui-même. Par exemple, quand on joue avec la nourriture, là, le conflit, il se situe beaucoup plus sur la tension entre le rapport de sacralité qu'on peut avoir avec la nourriture et l'usage qu'on en fait. Alors, bien sûr, le cas, là aussi, du détournement, on peut se dire, bon ben voilà, c'est un cas particulier. Il y a un autre aspect qui me semble, une autre couche qui me semble aussi importante de mentionner, c'est tous les matériaux avec lesquels on joue qui rencontrent un certain succès dans les pratiques ludiques. Et à cet égard, le cas du sable et du jeu du bac à sable me semble assez canonique.
À première vue, le sable, on a là un matériau qui se présente comme complètement disponible pour la manipulation, et après tout, on peut constituer n'importe quel type de construction. Mais comme on sait, hein, le jeu du bac à sable a une particularité remarquable, c'est que les synthèses qui sont constituées ne tiennent pas. Elles tendent à se déliter, ce qui fait que les constructions qui ont pu être élaborées sont toujours exposées à la possibilité d'être remises en jeu. On est sur finalement un peu le syndrome, une sorte de syndrome de Sisyphe, où tout peut être en permanence à refaire, mais c'est cette exposition à la possibilité du délitement qui rend possible en même temps la possibilité de nouvelles constitutions qui peuvent différer des précédentes. Et donc on a à la fois un objet dont on peut se servir, mais qui ne se prête pas de manière optimale à la constitution d'objets qui vont tenir. Et d'ailleurs, hein, dans des pratiques plus, entre guillemets, sérieuses, l'usage du sable, on va devoir l'associer à d'autres types de matériaux pour garantir la stabilité. Sur cette base-là, combien de temps il me reste ? 2-3 minutes. Alors sur cette base-là, il me semble qu'on peut du coup obtenir une nouvelle intelligibilité de ce qu'on appelle les jouets, J-O-U-E-T, donc les toys, hein. L'idée que je proposerais, la définition que je proposerais, c'est de dire qu'un jouet, c'est un objet qui engramme le principe d'instabilité, d'indisposition que j'ai évoqué dans le cas du détournement. Là aussi, hein, c'est un exemple c'est une idée qu'on peut étayer en s'intéressant aux jouets les plus canoniques. Par exemple, un ballon, c'est quoi ? C'est un objet qui tend en permanence à nous échapper des mains, qui prend des trajectoires qui rendent difficile la prédiction, ou encore une toupie. C'est un objet qui tend en permanence à revenir à l'immobilité, et donc vous avez cette tension entre le mouvement qu'il faut imprimer à la souris, qui est la condition de possibilité pour qu'elle tienne droit, ce qui est un paradoxe. Et donc on pourrait développer comme ça ce principe de tension. C'est une idée au fond, hein, qui est aussi qui fait écho aussi à la proposition, hein, de Bernard Suits de penser le jeu à partir de la notion d'obstacle non nécessaire. Et puis du coup, enfin, on peut élaborer depuis cette idée du jouet comme un objet qui engramme l'instabilité, la tendance au désajustement. On peut proposer une définition de ce que c'est un jeu, un dispositif de jeu, pardon. Un dispositif de jeu, on pourra le définir comme un dispositif qui est construit autour d'un jouet et qui exploite les tendances propres au jouet. Donc j'ai évoqué le cas du ballon. Si vous prenez le football, vous allez pouvoir voir que les règles qui sont constituées pour jouer au football, elles capitalisent, si on peut dire, sur le principe de tension du ballon. Par exemple, la délimitation du terrain, c'est pas simplement la constitution d'un espace de possible, c'est la construction d'une tension par rapport à un ballon dont la tendance est en permanence de nous échapper des mains et de finir par sortir de l'espace. C'est la raison pour laquelle on peut ensuite poser des interdits et des pénalités si le ballon sort de cet espace. De la même manière, l'impossibilité, l'interdit de jouer avec les mains permet là aussi d'accentuer la difficulté propre à la manipulation de ce type d'objet. Alors déjà, de manipuler un ballon avec les mains, c'est pas forcément évident. Alors avec les pieds, c'est encore plus inconfortable. On pourrait développer, hein, en donnant de nombreux exemples de ça, par exemple aussi le Jenga qui pose une injonction paradoxale entre la nécessité de construire de plus en plus haut en se servant des matériaux mêmes qui sont utilisés pour la construction, ce qui ne peut faire qu'augmenter l'instabilité du dispositif. Alors pour terminer, du coup, j'aurais pas évoqué la partie numérique, c'est comme ça, mais pour terminer, je voulais simplement revenir sur la manière dont on peut catégoriser, proposer une typologie sur la base de cette idée. J'ai donné beaucoup d'exemples, vous l'avez remarqué, qui renvoient à la motricité et au geste.
Alors, ça ne veut pas dire que l'analyse se limite nécessairement à ça. Alors, alors je reprendrai la typologie que propose Bruno Bachimon dans le sens de la technique sur les catégories d'objets techniques. Bachimon distingue les objets techniques qui renvoient au geste, à la perception et à la pensée. Et donc, à chaque fois, dans le cadre d'outils qui sont là pour se présenter comme adéquats et disponibles, bien sûr, l'enjeu, c'est que ces objets ne posent pas problème. À l'inverse, dans des contextes de pratique ludique, là où il y a joué avec, l'idée que je défends, c'est qu'on va trouver du faire problème qui concerne ces trois couches que sont le geste, la perception et la pensée. Le geste, j'y reviens pas, j'ai déjà donné des exemples. La perception, si vous avez certainement, on a tous en tête l'exemple d'un enfant qui s'empare des lunettes pour jouer avec et voir le monde d'une manière déformée, où là, les lunettes ne sont pas du tout recherchées comme un outil qui permet de corriger la vue et d'avoir une perception adéquate et précise des choses, mais au contraire, de manière déformée, ce qui entraîne tout un jeu de déstabilisation. Et puis, pour l'axe pensée, on pourrait par exemple prendre l'exemple du puzzle, qui au fond n'est rien d'autre qu'un document qui a été déchiré en morceaux, et ce qui participe à une désorientation de la pensée, et pas simplement, bien sûr, de la perception. Ou l'énigme, on pourrait aussi l'énigme, le rébus, autant de propositions qui viennent créer de la désorientation et de la déstabilisation. Je vous remercie.